Bonjour et bienvenue dans ce webinaire concernant les nouveautés de Brio 2025, donc des nouveautés qu'on a mis en production depuis début de cette année. Je vais vous parler d'une série de nouveautés que j'ai mis dans différentes rubriques. Donc on va commencer avec des points qui concernent la connexion entre Brio et Portima Connect. On va parler de traitement de messages reçus. Bien sûr de la législation, parce que la conformité est très importante. Un tout nouveau concept qu'on appelle en anglais les workflows, et puis encore quelques autres réalisations. Alors, le premier point, Brio et Portima Connect. Alors là, il faut savoir qu'on est en train de renouveler, en fin de compte, Portima Connect. Et le but, c'est quand même de maintenant utiliser d'autres technologies plus modernes, plus faciles, plus user-friendly aussi. Et la première étape a été finalisée et déjà mise en production. Donc, vous disposez déjà de cette nouveauté qu'on appelle le Broker Entry Point. En fait, c'est ce qui va remplacer ce que vous connaissez aujourd'hui avec l'explorateur dans Portima Connect. Et qu'est-ce que c'est l'explorateur? Je vais tout de suite vous le montrer. On est ici dans Brio. Voilà. Ici, on est en Brio. Il y a plusieurs façons d'appeler l'explorateur. Je vais le faire ici à partir du menu. Donc, tout au-dessus là, à droite, vous avez le bouton pour les outils externes. Et vous voyez, il y a toujours là le Portima Connect Explorer. Donc, je vais le démarrer. Et ça va vous montrer la liste avec toutes les compagnies avec lesquelles vous travaillez. Et quand vous choisissez certaines compagnies, vous voyez tout ce que vous pouvez faire, par exemple une consultation, et puis vous avez toutes les différentes applications de la compagnie que vous pouvez appeler pour faire cette consultation. Mais cette technologie, on peut dire qu'elle est un peu dépassée avec cette arborescence et tout ça, donc on a développé ça d'une autre façon, de nouvelles technologies, et on a appelé ça donc le Broker Entry Point. C'est la première étape de tout ce qu'on est en train de changer pour Portima Connect. Et le but, c'est toujours la même chose, vous montrer la vue de toutes les compagnies. Donc, si je clique maintenant sur le bouton Broker Entry Point et je le démarre, vous voyez maintenant que j'arrive dans un autre écran, un autre look and feel, et vous voyez toujours toutes les compagnies avec lesquelles je travaille. Et ce qui est très important ici, c'est que quand vous allez choisir une compagnie, vous allez voir que la présentation est pareille pour toutes les compagnies. Donc, je prends l'exemple d'Allianz ici. Donc, il va ouvrir la compagnie Allianz. Et puis, vous voyez que les produits sont montrés dans 4 catégories. Donc, on a d'abord privé, non-vie et vie, et puis professionnel, non-vie et vie. Donc, pour l'instant, je me trouve ici dans privé, non-vie. Et je vois donc différents produits, habitation, mobilité, responsabilité, etc. Et quand vous cliquez, par exemple, je suis ici sur ProLink Auto, vous voyez en dessous toutes les différentes choses que vous pouvez faire avec des boutons qui vont vous permettre d'accéder directement au module de la compagnie au bon endroit pour faire ce que vous voulez faire, par exemple une tarification auto, par exemple. Et si je prends professionnel non-vie ou professionnel vie, c'est chaque fois la même chose, les différents produits. Et quand on clique sur un produit, en dessous de l'écran, on a tout de suite toutes les possibilités. Si je prends une autre compagnie, j'ai par exemple exactement la même structure. Donc, vie, non-vie, privé ou professionnel, avec les différentes possibilités. Si je prends ici par exemple top habitation, on voit en dessous les possibilités. Donc ça c'est la première phase de ce qu'on appelle le Broker Entry Point. Il y a déjà une deuxième phase qui est pratiquement finalisée, que je vais vous montrer aussi dans quelques instants. Mais je veux juste encore vous montrer qu'en fin de compte, je peux utiliser, donc appeler le programme ici à différents endroits de Brio. Donc ici, c'est à partir du menu. Si maintenant je vais chercher un dossier, par exemple, je cherche un client. On a ici M. Maréchal, notre client favori. Donc ici, on va voir qu'au-dessus, on a un bouton toujours pour Portima Connect, donc l'explorateur, et un autre pour le Broker Entry Point. Donc si on clique là-dessus, j'arrive exactement au même endroit que tantôt à partir du menu. Et on peut aussi faire ceci à partir, par exemple, d'un objet de risque. Le bouton
de Portima Connect, il va encore rester un certain temps là-dedans. On peut d'abord finaliser tout ce qui concerne le Broker Entry Point. Et le but, bien sûr, c'est à terme que celui-là va disparaître et uniquement Broker Entry Point va rester. Un petit mot sur la phase 2 maintenant de Broker Entry Point. Donc, c'est quelque chose qui va normalement encore venir cette année. Donc là, on va travailler un peu sur base du contexte. Parce qu'ici, donc, quand je le démarre, je dois chaque fois choisir la compagnie et puis chercher le produit ou l'activité que je veux faire dans la compagnie. Travailler sur base du contexte, je vais vous l'illustrer avec un prototype. Parce que vu que ce n'est pas encore finalisé, le développement, je ne peux pas encore vous le montrer ici en réel dans Brio. Un prototype, c'est un genre de maquette qu'on a fait pour simuler comment ça va fonctionner. Et donc, je vais appeler cette maquette. Donc, on est ici dans le dossier d'un preneur. Je vais ouvrir un contrat. Et ici maintenant, parce que ça n'existe pas encore dans votre version actuelle, ici dans le contrat, on a aussi un bouton pour lancer le Broker Entry Point. La différence avec le Broker Entry Point que vous avez actuellement dans votre Brio, c'est que ici le bouton, il va tenir compte du contexte où je me trouve. Il sait que je me trouve sur le contrat d'AG, de tel contrat spécifique, et donc il va vous montrer, mais dans Brio même, d'abord toutes les possibilités que la compagnie offre pour ce contrat. Donc ça c'est basé sur toutes les possibilités qui existent dans la compagnie, mais il filtre. Donc il y a déjà un dialogue avec la compagnie qui va montrer, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Donc je vais ici simuler, donc je vais cliquer sur le bouton Broker Entry Point, et donc vous voyez un pop-up qui s'ouvre, et là il donne des possibilités au niveau de la gestion, au niveau du preneur même, sinistre, documents, etc. Consulter, un mandant de placement, etc., demander bloc retour, un avenant administratif, donc toute une série de possibilités, et derrière chaque fois, le bouton adéquat, soit pour aller directement à la page dans l'application de la compagnie, soit parfois pour envoyer un email à la compagnie s'il n'y a pas d'autre solution. Mais donc, toutes les différentes informations sont déjà présentées pour ce contexte précis. Comme ça, vous gagnez du temps. Et quand vous cliquez, par exemple, sur le bouton « Aller à la page », tout de suite, vous passez dans le Broker Entry Point sur la bonne page pour faire ce qu'il faut faire. Voilà pour le Broker Entry Point. Je reviens dans Brio. Donc, il y aura encore des phases suivantes après, ce qu'on appelle le Broker Bridge. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça c'est déjà un futur un peu plus loin, mais c'est en fin de compte le remplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'échange contextuel, mais ça sera pour une autre fois. Deuxième sujet dont je veux vous parler, que je ne peux pas encore vraiment montrer comment ça fonctionne parce que ce n'est pas encore lancé officiellement, c'est une deuxième étape en fin de compte dans le charte sectoriel. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, qu'on a déjà lancé une première étape dans ce charte sectoriel. Et quel est le but de charte? Le but, en fin de compte, ça c'est de permettre aux compagnies de digitaliser certains process. Il y a des compagnies, certainement quand il s'agit de l'encaissement compagnie, qui veulent aussi proposer aux clients de recevoir les factures, par exemple, par mail. Ou quand le client demande une attestation, etc., de pouvoir l'envoyer par mail au lieu de par la poste. Mais le problème, pour beaucoup de compagnies, c'est qu'ils ne disposent pas des adresses e-mail de vos clients ou des numéros de téléphone qu'on peut utiliser pour encore envoyer des messages. Donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé aux fédérations, est-ce qu'on ne peut pas échanger ces informations-là? Et donc, suite à ça, on a donc créé cette charte sectorielle où les compagnies acceptent, donc tous ceux qui ont signé la charte, et il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, ils acceptent d'utiliser ces informations-là, donc ces adresses e-mail, ces numéros de téléphone, uniquement dans le cadre de leur digitalisation. Donc, c'est-à-dire des mails avec des factures, des mails avec des attestations, etc. Ils ne vont jamais l'utiliser, par exemple, pour des buts commerciaux. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont accepté. Il y a 2 ans, dans la première phase, qu'est-ce qu'on avait créé? Un mécanisme qui permettait d'envoyer ces informations-là pour au
moins si vous avez accepté de travailler avec la charte sectorielle et de partager donc ces données avec les compagnies. Mais donc l'envoi à la compagnie de numéro de téléphone ou d'adresse email se fait aujourd'hui dans votre Brio, quand vous l'avez accepté, en fonction de ce que vous faites exactement. Donc il faut faire quelque chose dans Brio qui provoque l'envoi. Par exemple, un changement d'adresse ou envoyer un MPB. À ce moment-là, il est capable de donner ces informations à la compagnie. Il y a plus de 80% des courtiers qui ont accepté de partager leurs données. Donc ça fonctionne déjà très bien, mais ça va un peu lentement. Parce que dans tous les dossiers où il n'y a pratiquement rien qui change, bien sûr, il n'y a jamais quelque chose envoyé à la compagnie, donc jamais non plus des adresses e-mail ou numéros de téléphone qui sont envoyés. Et donc les compagnies ont demandé aux fédérations, est-ce qu'on ne peut pas accélérer le processus et permettre un envoi en masse de tous les numéros de téléphone et adresses e-mail de tous vos clients, par exemple, d'une certaine compagnie. Et ça, c'est maintenant la deuxième phase. Donc, on a développé un programme pour ça. Il est pour l'instant en test chez certains courtiers et compagnies. Et donc, bientôt, on va lancer cette opération-là, la deuxième phase de la charte sectorielle. Mais avant, vous allez certainement encore entendre sur ce projet-là. Portima va faire des communications, les fédérations vont communiquer là-dessus, les compagnies aussi, avec les dates exactes à partir de laquelle la fonctionnalité sera disponible. Mais le principe restera toujours le même. C'est à vous de décider si oui ou non vous voulez partager ces informations avec les compagnies. Et même après dans Brio, vous pouvez encore vous-même un peu gérer comment ça va se faire. Et ça, je peux déjà vous montrer le programme qu'on va utiliser. Donc je retourne dans Brio. Et maintenant, j'ouvre un autre onglet. Et je vais dans la partie de Brio, ici avec les outils. Et là, on trouve donc un nouveau programme qui s'appelle « Envoyer données de contact email GSM ». Et comme vous pouvez déjà voir ici, c'est vraiment un envoi de masse. Donc pour l'instant, dans cette démo, c'est une database de démonstration, vous voyez qu'il y a déjà 5 compagnies à lesquelles on a fait un envoi, AXA, Vivier, Baloise et Allianz. Et je sais voir ici dans l'historique qui de mon bureau a fait cet envoi quand, et ce qu'on a envoyé, donc des numéros de téléphone, des emails ou les deux. Donc à n'importe quel moment, vous aurez la possibilité, pour une des compagnies, donc ils ont accepté la charte, donc d'envoyer toutes ces informations à la compagnie. Important et nouveau aussi, c'est que la compagnie peut aussi renvoyer des informations. Par exemple, vous envoyez une adresse email. Et la compagnie ne connaît pas cette adresse email, mais elle dispose d'une autre adresse email. Alors, elle peut vous renvoyer l'adresse email. Comme ça, si vous n'avez pas encore, vous pouvez la récupérer de la compagnie. Vous n'êtes jamais obligé de lancer ça pour une compagnie, par exemple, sur tous les clients d'un coup. Ce sera toujours aussi votre décision. Et donc, par principe de base, quand on choisit une compagnie, on va envoyer tous les clients de cette compagnie leurs informations à la compagnie. Mais si vous dites non, je ne veux pas aller si loin, je veux quand même un peu moi-même décider ce que je fais, vous avez la possibilité ici d'utiliser des critères étendus. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez par exemple dire, j'ai fait ça uniquement pour, par exemple, les personnes physiques, pas pour les personnes morales, ou je fais ça uniquement dans le cadre de contrats qui sont en encaissement compagnie, ou même sélectionner sur base des domaines. Ce sera toujours votre décision pour quel client est-ce que vous allez maintenant réellement envoyer en masse ces informations-là. Mais je voulais déjà vous montrer ceci parce que ce sera pour bientôt et comme ça vous êtes déjà un peu informé de ce qui va se passer. Mais donc vous pouvez être confiant, donc on va faire toute une explication, aussi un tutoriel là-dessus, etc. pour bien expliquer qu'est-ce qui se passe derrière ce programme-là, comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez encore certainement entendre parler de cette fonctionnalité. Ok, on passe au sujet suivant, le traitement des messages reçus. Je vais commencer avec les blocs retour, parce que là aussi on a fait quelques améliorations, et la première ici sur le site, elle est quand même importante. Parce que depuis longtemps,
il y a déjà des courtiers qui nous demandent d'automatiser l'intégration pour certains blocs retour. Et on a fait le premier cas concret. Le bloc retour, qu'on appelle ici contrat mis à jour à l'initiative de l'assureur. Par exemple, il y a des compagnies qui envoient en vie ce genre de bloc retour pour faire une mise à jour des contrats. Le montant que le client a mis dans le contrat, etc. Automatiquement, ces informations peuvent venir mettre à jour votre contrat. Donc, il n'y a pas de suite à donner pour vous, c'est juste lire ces blocs retour, les traiter, et ça va donc mettre à jour le contrat en question. Mais donc, jusqu'à présent, il y a toujours besoin de faire une manipulation vous-même pour lancer le programme. Maintenant, si vous voulez, c'est automatique. Dans le courant du mois passé, le mois d'août, à un moment donné, les LRA de votre bureau ont vu, quand ils ont démarré Brio, un pop-up qui demandait « Est-ce que vous voulez lancer maintenant automatiquement la mise à jour de ce type de bloc retour ?» Si vous avez dit oui, ça se fait déjà maintenant aujourd'hui automatiquement dans votre portefeuille. Si vous avez dit non, vous pouvez toujours l'activer. Je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est un programme qui tourne automatiquement tous les jours à 20 h du soir, sauf jeudi soir, car jeudi soir, c'est le jour où nous, on va mettre, par exemple, des nouvelles versions de Brio en production, ou des patchs, etc. Et donc, ça veut dire qu'on doit arrêter certaines batches qui tournent pour pouvoir faire notre boulot. Donc, on ne permet pas de lancer ce programme-là à 20 h pour éviter justement des conflits. Le programme génère automatiquement aussi un PDF avec les résultats, donc tous les contrats qu'il a mis à jour. Et dans le PDF, quand il y a eu un problème parce qu'il n'a pas pu trouver un certain contrat, parce que je suppose qu'il y a une différence dans le numéro de contrat, ça sera mentionné dans le PDF et vous pouvez le vérifier, corriger, et puis ça sera traité le jour suivant. Si vous avez refusé en août de faire ça et vous voulez maintenant l'essayer, ou vous voulez l'arrêter, même principe, ça, vous pouvez vous-même décider dans Brio, et ça veut dire qu'il faut utiliser le paramètre destiné à ça dans Brio. Donc, je retourne dans Brio même, et donc ça, c'est quelque chose, je vais déjà encore parler beaucoup au niveau des paramètres, parce que c'est quand même un élément important, hein, ça permet un peu de décider comment Brio doit réagir. Et alors, vous avez donc, ici dans le menu, on a le menu du petit bonhomme. Quand on clique là-dessus, on a des paramètres pour l'utilisateur et pour le courtier, pour le bureau même. C'est ça ce qui nous intéresse, hein, le signalétique paramètre. C'est ici dans le signalétique des paramètres qu'il y a donc un nouveau paramètre qui va vous permettre d'indiquer si oui ou non vous souhaitez automatiquement lancer le type de traitement automatique. Je vais encore revenir sur cet écran en détail plus tard, mais je vais d'abord encore montrer autre chose parce que je vais revenir dans le même paramètre, comme ça j'explique tout d'un coup là-dedans. Donc ça c'est relativement simple, je veux dire c'est lance activé et puis ça va fonctionner. Puis il y a encore une série d'autres petites modifications qui ont été faites qui peuvent peut-être vous intéresser. Et première chose, si maintenant je vais retourner dans Brio, et je vais ici sélectionner donc les messages Portima Connect. Je vais chercher tous les messages dans le bureau, par exemple. On a toute une liste de messages qui sont arrivés. Déjà, première remarque, certainement pour le Brio First et le Brio Comfort, comparé avec votre Brio, vous pouvez constater que moi j'ai peut-être beaucoup plus de colonnes avec des informations sur les blocs retour qui sont arrivés. Parce que, effectivement, nous avons ajouté une dizaine de colonnes dans cette vue. Mais il faut savoir, et ça c'est une règle qui compte pour tous les écrans qui sont une vue, c'est à vous d'activer ces colonnes. Quand nous, on ajoute des colonnes, ils ne sont pas automatiquement activés. C'est à vous d'activer les colonnes que vous voulez voir dans la vue. Et partout, ça se fait de la même façon. Quand vous êtes dans la vue, vous utilisez le bouton ici qui permet justement de personnaliser la vue. Quand je clique là-dessus, je vois toutes les colonnes ici qui existent, qui sont possibles, et c'est juste une question de cliquer pour les activer ou les désactiver si vous ne voulez plus les voir.
Donc faites ça une fois pour cette vue-là, de messages reçus pour Portima Connect, et regardez s'il n'y a pas des colonnes là-dedans qui peuvent être intéressantes pour vous. Aussi important à savoir, parce que vous avez vu, avec beaucoup de colonnes, il faut aussi un peu scroller pour voir toutes les colonnes. Vous pouvez aussi changer l'ordre des colonnes. Donc, s'il y a une information qui se trouve trop loin, pour laquelle je dois scroller, je peux toujours la remonter. Et c'est très simple à faire. Si, par exemple, le compte producteur, je veux le voir directement, je peux juste prendre ce champ-là et je vais le glisser vers là-haut. Et maintenant, ça va se trouver comme la troisième colonne à l'écran. Et même la taille des colonnes, c'est ici qu'on fait ça. Vous pouvez changer la taille d'une colonne avec plusieurs mesures pour avoir de petites ou grandes colonnes. C'est vraiment comme vous souhaitez l'utiliser. Il y a encore une colonne spécifique sur laquelle je veux attirer votre attention. C'est certainement intéressant pour ceux qui travaillent avec la comptabilité et qui encaissent peut-être eux-mêmes aussi. Maintenant, on a aussi ajouté une nouvelle colonne qui montre s'il y a une quittance présente dans le bloc retour. Donc, même avant l'intégration, vous pouvez comme ça tout de suite faire que la compagnie a envoyé une quittance dans son bloc retour. Alors, qu'est-ce que je peux encore montrer aussi? Je vais à un moment donné chercher un autre bloc retour. Donc, je vais tous les blocs retour, tous les types de messages et tous les statuts. Voilà. Je vais prendre celui-là comme exemple, un bloc retour pour le client Yves Michiels. C'est une petite modification, mais je crois qu'elles peuvent être utiles. Quand vous intégrez un bloc retour et le client existe déjà dans Brio, ou même le contrat existe déjà dans Brio, on va toujours comparer les données de la compagnie avec les données déjà présentes dans Brio. Et quand il y a des différences, il vous les présente à l'écran et vous pouvez décider vous-même, pour ce qui concerne les données du preneur et les données de l'objet de risque, quelles données de la compagnie vous voulez récupérer. Jusqu'à il y a peu de temps, vous étiez toujours obligé de cocher champ par champ quels sont les champs que vous voulez récupérer. Maintenant, on a aussi ajouté une case à cocher au-dessus de la colonne. Donc, si je veux récupérer les 4 informations ici de la compagnie à une seule fois, il suffit de cliquer ici et tous les V sont automatiquement mis du côté de compagnie, ou quand je clique de nouveau sur Brio, il reste sur Brio. Et bien sûr, s'il n'y a qu'une ou deux champs qui vous intéressent, vous pouvez toujours bien sûr cliquer sur ceux que vous voulez récupérer et ainsi donc mettre à jour votre base de données. Petite modification, mais je crois quand même utile. Et maintenant, je vais quand même donner une dernière information qui peuvent aussi vous intéresser. Quand je suis dans un dossier maintenant, je suis dans un preneur, vous voyez qu'on a ici donc le bouton au-dessus qui permet d'aller voir les messages reçus. Il y a un boule en couleur là-dessus pour indiquer s'il y a des messages arrivés. Important ici, le même bouton existe au niveau du preneur même, mais avec une vue des messages reçus pour ce preneur qui ne sont pas encore traités. Donc quand on clique là-dessus, il va me montrer. Maintenant, lui, il n'en a pas. Tous les Portima Connect apparemment sont déjà traités pour ce client-là. Par exemple, il y a encore des demandes MyBroker, conversation. Je vais vite une fois prendre un client sur lequel je sais qu'il y a aussi des messages. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc, quand on regarde, lui, il a aussi des messages Portima Connect. Et ce qui est intéressant ici, c'est si je clique sur le bouton là, je retourne dans la vue des messages Portima Connect reçus, mais avec un filtre sur le preneur. Donc, si je clique maintenant ici, je vois directement encore les messages non traités et je peux m'en occuper s'il y a des traitements à faire dans ces messages-là. Voilà, encore une autre petite modification qui peut être utile. Deuxième sujet en ce qui concerne le traitement de messages reçus, ça c'est ce qu'on appelle le routing incoming messages. C'est assigner automatiquement des messages reçus suivant certaines règles que vous pouvez appliquer dans votre bureau suivant votre choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais vous montrer comment ça fonctionne.
Maintenant, où est-ce qu'on peut activer ça? Parce que ça, c'est aussi une fonctionnalité que vous devez activer pour votre bureau si vous voulez l'utiliser. Donc, je retourne dans Brio, et je vais encore le faire à plusieurs occasions. Je retourne de nouveau dans les paramètres du bureau même. Et là, on va trouver maintenant un onglet qui s'appelle donc la gestion des messages. Très important cet onglet si vous voulez travailler avec cet assignement automatique. D'abord, une première question, je vais mettre ici en modification, comme ça sera plus clair pour vous. Vous pouvez vous-même définir, mais ça existait déjà, mais peut-être vous ne le savez pas, quel message vous voulez voir quand vous allez dans la vue des messages reçus. Donc, c'est-à-dire, il y a trois possibilités. Je peux dire, moi, je veux voir la boîte de réception générale. Donc, ça veut dire tous les messages reçus pour mon bureau. Ou uniquement la boîte personnelle. Uniquement les messages qui sont déjà assignés à moi. C'est aussi la raison pourquoi un programme d'assignation automatique est intéressant. Automatiquement, quand le message rentre, et il y en a qui sont destinés à moi, automatiquement, il va le mettre dans ma boîte personnelle. Et pour ceux qui travaillent aussi avec des services, j'ai encore la possibilité de voir mes messages personnels et les services, enfin au moins les services pour lesquels je travaille. Je suis par exemple gestionnaire sinistre, donc je vois les messages qui sont assignés à moi ou qui sont assignés à notre groupe de gestionnaires sinistres. Comment faut-il maintenant paramétrer cette assignation automatique? Là, il faut savoir qu'il y a trois règles, et ça c'est ce qui est expliqué ici dans l'écran. On peut d'abord, première méthode, c'est attribuer sur base du contexte du dossier, et en particulier sur base du gestionnaire de ce contexte. Donc si vous travaillez avec des gestionnaires, et un bloc retour pour une police qui rentre, le programme va regarder, est-ce qu'il y a dans ce contrat-là, est-ce qu'il y a un gestionnaire? Si oui, le programme va assigner le bloc retour à ce gestionnaire. S'il ne trouve pas de gestionnaire dans le contrat, il peut encore regarder au niveau du preneur si là il trouve un gestionnaire et assigner à ce gestionnaire-là. Même chose pour les sinistres, il peut assigner au gestionnaire sinistre. Et je répète, si vous ne travaillez pas avec des gestionnaires, aucun souci, vous ne devez pas appliquer ces règles. Deuxième méthode, c'est travailler sur base des activités. Un bloc retour arrive pour un contrat, on ne travaille pas avec des gestionnaires, ou on ne trouve pas de gestionnaire, alors on va regarder dans les activités ouvertes des 6 derniers mois pour ce contrat-là. Et là, on prend l'activité la plus récente. On part du principe que quelqu'un a travaillé dans le dossier. Suite à ça, il entend un bloc retour de la compagnie. Donc, on va essayer d'assigner ce bloc retour à cette personne-là. Donc, on va regarder, on prend donc l'activité ouverte la plus récente. Et puis, on va regarder dans cette activité qui est le destinataire. Si on trouve un destinataire qui n'est pas le même que l'émetteur de l'activité, on va prendre donc celui-là comme destinataire. S'il y en a plusieurs destinataires, on prend le premier qu'on trouve qui est différent de l'émetteur. Mais bien sûr, c'est aussi possible que l'émetteur, donc celui qui crée l'activité, est la même personne qui doit la traiter. Donc là, bien sûr, on prend l'émetteur comme la personne à qui on assigne le message. Et puis, la dernière méthode qui existe, c'est travailler avec un destinataire par défaut. Et ça, vous voyez ici en bas de l'écran. Ici, je peux définir comment je veux que les messages sont attribués à des destinataires par défaut. Donc, je peux dire pour les contrats, tout ce qui n'est pas assigné à un gestionnaire ni à une activité, on va l'assigner à M. Stéphane Segers et tout ce qui est message sinistre à M. Michael De Wit, par exemple. Ici aussi, vous pouvez travailler avec des services. On peut assigner au service production, au service gestion sinistre, par exemple. C'est à vous de définir comment vous travaillez. Là, même principe, vous n'êtes pas obligé d'avoir de destinataire par défaut. Vous n'êtes pas obligé du tout d'assigner automatiquement. Je peux imaginer
dans un bureau de petite taille, qu'on dit ça c'est pas nécessaire, tout le monde peut avoir accès, il va prendre le message à lui et voilà, on ne va pas commencer avec ce mécanisme. Ça sera toujours votre choix. Mais comment maintenant activer votre choix? Ça c'est la partie ici en milieu. Donc je peux définir jusqu'à 3 règles pour mon bureau et donc dans la version qu'on a ici, vous voyez qu'on utilise les 3 règles. On va d'abord essayer d'assigner un gestionnaire. Si on ne trouve pas de gestionnaire, on va regarder dans les activités. S'il n'y a pas des activités ouvertes dans les 10 derniers mois pour ce dossier-là, on va regarder qui est le récepteur par défaut. Mais maintenant, si vous dites non, je ne veux pas travailler ainsi, donc moi par exemple, je n'ai pas de gestionnaire, je vais tout de suite travailler sur activité et après activité sur récepteur par défaut, je n'ai maintenant que 2 règles. Ou même si vous dites activité ne m'intéresse pas, je veux uniquement avoir le récepteur par défaut, c'est une seule règle. Je peux même supprimer, avoir aucune règle, c'est vous qui décidez si vous voulez assigner automatiquement pour commencer et comment assigner. Mais c'est quand même important, je crois que le programme donne cette possibilité. S'il y a beaucoup de blocs retour qui arrivent, c'est quand même facile qu'ils arrivent tout de suite aux bonnes personnes. On continue. Et encore un autre sujet important, parce que ça bouge beaucoup dans le monde de l'assurance, c'est la législation. Ici, ce sont des modifications qui sont peut-être un peu plus petites, mais il faut quand même, vous voyez quand même que nous, on suit ce qui se passe dans notre secteur. On a fait des modifications en différents endroits et je vais vous montrer fiche client, fiche d'intermédiation et l'évaluation des connaissances vie. Donc, retour vers Brio, on va retourner vers notre ami Maréchal Jean. Alors, je vais commencer avec la fiche client. Jusqu'à il y a peu, quand le client ou le prospect signait la fiche client, implicitement, dans le texte qui se trouve sur le document, il était marqué qu'avec sa signature, il a donné l'accord de communiquer avec son courtier d'une façon électronique. Maintenant, les fédérations ont demandé de changer ce principe et de demander explicitement au preneur, au prospect, comment il veut interagir avec son courtier. Et je vais vous montrer comment on a traduit ça dans la création d'une fiche client. Donc, je vais sur le bouton différents documents et on va donc choisir la création de la fiche client. Et vous voyez ici qu'il y a un nouveau rubrique « Obtenir des informations » avec 2 choix possibles, support papier, support électronique. Donc si vous êtes en présence du client et vous êtes en train de remplir ici l'écran pour générer la fiche client, vous posez directement la question et en fonction de sa réponse, vous pouvez mettre c'est un support papier ou support électronique qu'on va utiliser. Donc c'est une première modification. Ça va se traduire aussi comme ça dans le texte. Donc si je vais plus loin et je confirme la création de la fiche client maintenant, donc ça va générer le document. Et si je clique sur montrer le contenu dans mon cas du PDF qui a été généré, vous pouvez constater que dans la communication avec mon bureau, dans cette partie-là, vous pouvez voir qu'il y a les 2 choix et que support électronique a été coché. Une autre modification dans la fiche client qui a été mise en production il n'y a pas très longtemps, ce sont des modifications au niveau des conditions générales. Donc parfois il y a des petites modifications dans le texte. D'ailleurs, il y a aujourd'hui encore une modification qui va sortir bientôt ici, encore dans le courant du mois de septembre, où les fédérations ont encore demandé de changer certaines phrases, certains paragraphes. Donc ce genre de modification, on le suit bien sûr aussi. Maintenant ici, j'ai montré comment faire la fiche client ensemble avec les clients, mais bien sûr, vous avez aussi la possibilité avec la fiche du client de faire ça à distance via MyBroker. Donc si vous dites, moi, je vais demander à mon client de remplir et confirmer la fiche client via MyBroker, donc vous allez dire oui ici, ben, automatiquement,
la question va être posée dans le formulaire dans MyBroker. Donc c'est le client lui-même, à ce moment-là, qui doit cocher son choix. Et donc, comme vous voyez, si un choix a déjà été fait à un moment donné, automatiquement, on repropose le même choix, mais le client peut toujours, même s'il a accepté électroniquement, à un moment donné, s'il dit non, je veux de nouveau du papier, il peut toujours changer d'avis et faire cette modification. Ce qu'on a fait aussi, ce qui a à voir avec cette modification, ce qu'on a aussi permis maintenant, c'est que la date à laquelle le client fait son choix, on le montre aussi dans Brio. Donc si je retourne dans les données détails du dossier et je prends la préférence et intérêt, vous voyez la mode de communication retenue par le client et la date à laquelle il a fait son choix. Ce champ-là, avec la date, existait déjà à l'époque aussi dans les anciens écrans preneurs dans Brio, mais on n'avait pas récupéré cette information-là dans les nouveaux écrans. Et maintenant, vous voyez, c'est de nouveau présent dans Brio. Alors, un autre document qui a légèrement été modifié, c'est maintenant la fiche d'intermédiation. Donc là, on permet maintenant de créer une activité. Si vous voulez avoir une activité du fait que ça a été fait, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez cocher ou qui se propose automatiquement. Et il y a quand même une petite remarque à faire ici, mais qui est aussi important à savoir. Toutes ces questions qu'on pose, visibles dans MyBroker, quel type de document, PDF ou un document Word, créer une activité, demander une signature, oui ou non, et éventuellement quel type de signature, etc. Vous pouvez aussi paramétrer ça pour qu'il propose votre choix par défaut. Pour ça, toujours la même histoire, les paramètres du bureau. Je peux les accéder directement à partir de la fiche d'intermédiation. Vous avez ici un bouton vers les paramètres. Et donc voilà, j'y suis. Et donc moi, par défaut, c'est indiqué que je veux un document Word, que je veux une activité, que je veux aussi que la liste de compagnies d'assurance et leur adresse, ce sera dans un document annexe à la fiche d'intermédiation. Je veux une signature, mais le type de signature, je n'ai pas de valeur par défaut. Et puis au niveau de la rémunération, là aussi, je peux déjà cocher quel est le système par défaut pour mon bureau. Et ça me permet aussi de donner une très petite explication, mais c'est bien à savoir pour les bureaux qui travaillent avec un honoraire, ce qu'on appelle en anglais un fee. Donc c'est un montant qu'on doit encoder. Et là, les courtiers, certains courtiers ont demandé d'augmenter la taille du champ là, parce qu'apparemment, ce n'était pas suffisamment grand. Donc maintenant, vous pouvez y mettre un montant maximum de 9 999 999 €, ce qui me paraît beaucoup, mais apparemment, donc, il y a des dossiers dans lesquels ce genre d'honoraire n'est pas exceptionnel. Et maintenant, dernier exemple dans ce qu'on a modifié au niveau de la conformité avec la loi, on a créé un nouveau formulaire, c'était mis en production au début de cette année-ci, qui permet d'évaluer en fin de compte les connaissances de votre client au niveau des produits financiers. Est-ce qu'il comprend bien ce que c'est des investissements, des différentes formules d'épargne, etc. Donc un questionnaire multiple choice qui permet donc de poser des questions aux clients. On pose des questions relatives à la branche 21, à la branche 23 et à la branche 26. Et donc vous voyez, chaque fois, il faut cocher les réponses. Une fois que le client a rempli ce questionnaire, il y a toujours moyen de le faire une deuxième fois parce que c'est possible qu'entre-temps, il a appris beaucoup sur les produits financiers, donc sa connaissance s'est améliorée. Mais quand vous relancez une deuxième fois le même formulaire pour un client qui a déjà eu un formulaire, on montre d'abord toutes les réponses qu'il a données et puis il peut maintenant dire « Ah oui, mais maintenant j'ai bien compris comment ça fonctionne, donc il va, donc je dois indiquer que je veux maintenant donc le modifier et donc il peut changer en fin de compte les différentes réponses qu'il a fait. Et ça aussi, ça génère un document PDF ou Word. Et là, c'est important à savoir, c'est pas obligé de faire signer ce document-là par votre client. Donc si maintenant je veux aussi quand même le faire avec les clients, donc il a déjà un questionnaire
avec des réponses. Maintenant, je peux dire ce questionnaire-là parce qu'il a évolué dans ses connaissances, donc c'est plus d'actualité. Donc, je vais dire non, c'est plus d'actualité. Et maintenant, vous voyez, je peux donc changer des réponses et de nouveau sauver une deuxième version de ce document. OK. On arrive à un autre sujet maintenant, et ça c'est vraiment une nouveauté pour Brio. On a baptisé ça les workflows. Le workflow, quel est le but d'un workflow? C'est aider l'utilisateur pour faire certaines tâches dans Brio. On le prend pratiquement par la main, on le guide étape par étape dans le workflow pour finaliser ça correctement dans Brio. Donc ce n'est pas seulement un moyen pour aider l'utilisateur, mais ce qui est aussi très important, ça permet aussi, et ça c'est surtout important dans des bureaux d'une certaine taille, ça a comme avantage que les personnes qui doivent faire cette tâche-là vont tous le faire de la même façon, ce qui peut aussi être très intéressant. Le premier workflow qu'on a développé, c'est le workflow pour résilier un contrat. On appelle ça le workflow Renom. Et le workflow Renom, il a 3 phases, 3 étapes. On va d'abord générer la lettre dans laquelle le client demande donc, de résilier son contrat et qu'il doit signer. Donc ça, c'est la deuxième étape, demander au client de signer. Et puis, quand on a le document signé, on va l'envoyer à la compagnie. Et je vais vous illustrer dans Brio comment le workflow fonctionne. Il y a 2 endroits dans Brio où je peux démarrer ce workflow. D'abord, ici, quand je suis sur le preneur ou sur un prospect, c'est le même principe. C'est aussi en dessous du bouton avec les documents légaux, on va dire. Ici, on trouve « Créer la lettre de renom ». Bien sûr, je ne suis pas sur un contrat. Donc, toutes les informations concernant le contrat qui doit être arrêté, je dois les remplir. Donc, ceci, c'est surtout utile si le client a ailleurs son contrat et il vous demande, parce qu'il veut venir avec ce contrat-là chez vous, pour assurer ce risque-là chez vous, il va vous demander d'arrêter son contrat auprès de la compagnie précédente. Et donc, il faut encoder à la main les informations de la compagnie. Pour le reste, le workflow sera similaire avec le workflow qui démarre à partir du contrat. Et je vais utiliser celui-là, c'est mieux pour regarder. Et donc, je vais maintenant prendre le contrat AXA. Ici, par exemple, donc, j'arrive dans le contrat, et dans le contrat, je trouve aussi le bouton qui permet donc de créer la lettre de renom. On clique sur la lettre et on a le même écran, mais cette fois-ci, les informations de la compagnie sont tous déjà pré-remplies. Je dois encore choisir la raison. J'ai 3 possibilités. Chaque fois quand vous cliquez sur une des possibilités, en bas de l'écran, il y a l'explication qui dit dans quel cadre il faut l'utiliser. Ça couvre environ 90% des cas. Pour des cas exceptionnels, parfois, il faut toujours quand même le faire sur papier, le faire signer manuellement. Je pense par exemple à des accidents de travail, etc. Donc parfois, il y a d'autres règles, mais on essaie déjà d'avoir la majorité des cas qui peuvent être traités par le workflow. Au nom de quelle compagnie? Donc, on passe par exemple, le nouveau contrat, on va la mettre chez AG. Et on a ces informations-là. Je confirme, j'arrive dans le deuxième écran. Et ici, il y a quand même un choix important à faire. Parce que le client ou prospect doit signer ce document-là. Et Brio a plusieurs façons de signer un document et vous pouvez tous les utiliser. Donc, si vous voulez envoyer le document par la poste, le client signe et le renvoie et vous allez le scanner et le mettre de nouveau dans Brio, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous devez laisser ici un non pour signature digitale en fin de compte et vous imprimez simplement le document. Et après, quand il arrive, vous faites le scan et vous allez l'assigner de nouveau au dossier. Et le workflow va continuer. Si vous voulez envoyer par email, toujours laisser sur non, vous pouvez générer le PDF et puis envoyer le PDF par email. Le client est chez vous, avec sa carte d'identité, il connaît le code PIN, il veut signer avec carte d'identité, donc ça c'est l'autre option.
où vous faites signer à distance en utilisant la signature électronique via Nitro, le nouveau nom de Connectif. C'est aussi une possibilité et c'est celle-là que je vais montrer ici. Et je vais donc générer le PDF en gardant donc une signature via Nitro. Maintenant, le Brio démarre, Brio crée la lettre, donc le modèle de la lettre se trouve aussi automatiquement dans votre base de données. Donc on va envoyer à la compagnie AXA avec une série d'informations, avec une petite explication sur quelle raison, et puis on a la signature du client dans le document. Donc ça c'est un document qui se génère automatiquement, que vous pouvez toujours encore, si vous voulez ici, modifier. Remarquez qu'on n'a pas mis de logo de votre bureau, etc. L'idée est plutôt que c'est le preneur lui-même qui, par cette lettre-là, demande de résilier son contrat. Donc, il vaut mieux ne pas mettre ça sur du papier pré-imprimé de votre bureau, par exemple. Il vaut mieux de rester neutre. Donc, OK, j'ai dit la lettre est correcte. Donc, maintenant, je vais l'envoyer. Dans mon cas, ça veut dire envoyer pour signature digitale à distance à mon client. Donc, je suis dans les routines classiques maintenant de Brio. J'arrive dans l'écran pour envoyer une demande de signature. Donc, je peux choisir comment et à qui. Donc, je vais dire, je prends le preneur. Et donc là, je vais prendre... Je vois maintenant que j'ai oublié de mettre moi-même... Ah non, je ne suis pas dans la relation. Je vais prendre le preneur. Je crois que j'ai une adresse email. Ouais. Je vais prendre celui-là. Comme ça, parce que le client, c'est un client fictif, donc je vais envoyer ça maintenant vers moi pour jouer le client par après, pour continuer dans le workflow. Remarquez aussi qu'ici, il y a marqué document signé à traiter par. Déjà, quelqu'un du bureau doit traiter la réponse quand ça arrive. Ça, c'est aussi, j'ai oublié de le dire tantôt quand on parle d'assigner automatiquement, tous les documents qui rentrent, qui ont déjà un destinataire qui doit le traiter. Donc, vous pouvez, par exemple, quand vous invitez quelqu'un à signer, comme ici, vous pouvez définir qui doit traiter la réponse, mais aussi pour les messages MyBroker, les messages Penbooks, etc. Donc, bien sûr, ça est plus important dans l'hierarchie que l'assignement automatique qu'on a vu tantôt. Il va accepter celui-là comme la personne qui va recevoir la réponse du client. La méthode de signature que je permets. Et puis, je dois l'envoyer. Et je fais toujours cette remarque ici, parce que je remarque parfois que les courtiers ne sont pas encore au courant. Quand je vais juste simplement cliquer sur « Envoyer », ça veut dire que c'est Nitro Connectif qui va envoyer l'invitation de signature, avec une adresse email à eux, qui contient quand même un peu votre nom, avec leur modèle de email, etc. Tandis que si vous faites « Éditer avant envoyer », ça veut dire que ça sera envoyé par votre Outlook personnel, donc avec votre adresse email, avec une lettre ou un mail dont vous-même, vous pouvez encore modifier ça, mettre dans le style de votre bureau, etc. Donc, c'est quand même plus intéressant, je trouve, à utiliser. Donc, je choisis ça, éditer avant d'envoyer. Brio fait maintenant le process nécessaire pour créer la lettre. Donc, on doit lui laisser travailler. Et maintenant, il va me créer le mail en question. Voilà. Voilà. C'est le mail qui a été créé. Donc, on voit l'adresse email du destinataire. Ce sera envoyé avec mon adresse professionnelle, peterpoelmans@portima.com. Le bouton ici qu'on voit pour signer, etc. Mais donc, tout ce que vous voyez ici, pour le reste, vous pouvez, si vous voulez, modifier le style. Donc, je confirme, le mail part vers le destinataire et dans Brio, il va encore créer une activité. Je peux encore modifier ou j'enregistre que ça a été fait. Et ici, le workflow s'arrête maintenant. Parce que maintenant, on attend le document signé. Et ça peut venir vite, ou ça peut prendre une semaine, ou même plus. Pas de problème. Le jour où le document signé arrive dans Brio, Brio va voir que ce document-là fait partie d'un workflow de renom,
et va vous demander s'il peut continuer le workflow pour envoyer maintenant le document signé à la compagnie. Et pour vous montrer ça, je dois maintenant jouer le rôle du preneur. Donc, le preneur reçoit dans son mail privé, il reçoit donc le mail de son courtier avec la demande de signature. Donc, je vais effectivement signer ce document-là. Donc, je clique sur signer. Donc, maintenant, j'arrive dans les programmes de Nitro. Donc, je vois la lettre que mon courtier m'a envoyée, etc. Je peux la lire. Je dois aller jusqu'à la fin et je certifie que j'ai lu tout et je suis d'accord. Donc, je vais cliquer sur signer ou je peux toujours le rejeter, mais là, je dois donner quand même une motivation. Et donc, ici, je vais signer et je choisis de recevoir un code email unique pour cette signature. Donc, je dois confirmer l'adresse email. Voilà. Et maintenant, je dois entendre le mail avec ce code de vérification là-dedans. Il est déjà arrivé. Donc ici, mon code unique que je copie ici dedans. Et maintenant, la signature est en cours. On peut patienter. Donc il adapte le document maintenant avec toutes les informations concernant la signature digitale. Et voilà, c'est fait, c'est fini. Maintenant, je vais de nouveau jouer le rôle du courtier parce qu'il va maintenant recevoir le document signé dans son Brio. Donc, on est de nouveau dans Brio. Je retourne dans le point avec les messages entrants. Je prends la partie document signé. Je prends tous les messages. Et voilà ici le message, le mail de Maréchal Jean avec ce document signé. Donc, je clique là-dessus, j'ouvre, et donc on a ici le document qu'il a signé, toutes les informations on trouve là-dedans. Et je vais maintenant cliquer sur enregistrer. Et maintenant, quand je clique sur le bouton enregistrer, c'est ce moment-là que Brio va voir que ceci fait partie d'un workflow. Donc, je clique sur enregistrer, et voilà, il ouvre ici un pop-up pour me demander, attention, donc ça fait partie du workflow, voulez-vous continuer le workflow, donc c'est-à-dire la dernière phase, l'envoi à la compagnie. Donc là, je confirme, et donc j'arrive dans l'écran pour envoyer l'email maintenant, l'email de Renault à la compagnie en question, avec les différentes raisons qu'on connaît bien, et vous voyez, il y a une adresse email remplie automatiquement, renault@axa.be. Il faut savoir qu'auprès d'Assuralia, il y a une liste qui existe où il y a beaucoup de compagnies avec leur adresse de Renault spécifique. Donc c'est Assuralia qui tient cette liste à jour et nous, on la reçoit et on l'a intégrée dans Brio pour que vous utilisez toujours l'adresse email correcte pour la compagnie en question. Donc si maintenant je clique sur OK, il va vraiment me mettre dans l'écran d'envoi email à la compagnie et la lettre signée par les clients sera jointe au mail qui part à la compagnie. Je vais maintenant m'arrêter ici parce que Renault@axa.be c'est une adresse réelle. Donc si je continue, cette lettre fictive, elle va arriver là-dedans et ils vont croire que c'est un Renault qui est réel. Ils vont chercher auprès, ils ne vont pas trouver les clients ni les contrats, etc. Donc je veux éviter ce genre de problème, mais c'était juste pour vous montrer le principe. Et avec cet envoi-là, le workflow, c'est terminé. Donc vous voyez, 3 grandes étapes. Créer la lettre, faire signer la lettre, envoyer la lettre signée à la compagnie. Les premières, réactions des courtiers qui l'utilisent, ils sont quand même déjà très satisfaits. Il faut encore savoir si vous faites ça pour une entreprise, par exemple, il y a encore une petite étape supplémentaire parce qu'on va au début du process déjà demander qui est la personne autorisée pour cette entreprise de signer parce qu'on peut uniquement envoyer à cette personne donc la lettre à signer. Mais on veut aller beaucoup plus loin avec le workflow. Donc, dans le groupe stratégique, les groupes stratégiques, ce sont des courtiers qui représentent à tous les clients Brio et qui discutent ensemble avec nous sur tous les futurs développements
à faire dans Brio. Et donc, ils ont nous demandé, ils ont dit c'est très intéressant d'avoir des workflows, mais bien sûr, on veut beaucoup de workflows différents au niveau de la production, mais aussi au niveau de gestion sinistre, etc. Et donc, ensemble, on réfléchit, on définit toutes les étapes nécessaires dans un workflow et puis on va les construire. Le but, c'est de faire chaque année plusieurs nouveaux workflows pour vous aider dans votre travail journalier et surtout aussi pour donner la possibilité que tout le monde dans le bureau travaille de la même façon. Quelques exemples que j'ai mis sur le slide. Le décès du preneur, ça c'est un autre workflow sur lequel on travaille aujourd'hui. Quand votre preneur décède, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et parfois, on oublie de faire certaines choses parce qu'on voit bien les contrats de ce preneur-là pour lesquels on doit décider quelque chose. Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce qu'on va transférer à quelqu'un de la famille, etc. Aussi, bien sûr, nécessaire de prendre contact avec les gens de la famille pour prendre ce genre de décision-là. Mais il peut être aussi, par exemple, juste le conducteur dans le contrat de quelqu'un d'autre. Là aussi, il y a des choses à faire. Donc, nous, on essaye de rassembler toutes ces informations-là pour que vous avez une vue complète de tout ce qu'il y a à faire au niveau, dans le cadre du décès, et faire toutes les étapes. Même si ça peut prendre beaucoup de temps, pas de problème, le workflow reste ouvert jusqu'à la fin, et vous pouvez toujours voir où vous vous trouvez dans la gestion du workflow. Un divorce, c'est un autre exemple dans le même style que décès. Mais par exemple, ils ont aussi demandé la création d'une nouvelle affaire, de trouver un système, un workflow qui va aider l'utilisateur, qui sera plus simple, etc. Donc, des idées sont toujours les bienvenues, mais le but est vraiment de développer avec le workflow vraiment un outil très performant dans Brio, dans le travail journalier. Alors, maintenant, toutes les autres réalisations qui sont moins importantes, je vais dire, que ce qu'on a déjà discuté, j'ai mis ensemble sur 2 slides et je vais vite les parcourir. Ils sont encore mis dans différentes rubriques, donc une série concerne les documents liés. Alors la première que je veux montrer ici, qui va certainement aussi intéresser certains d'entre vous. Donc on va retourner dans le client. Je vais un moment fermer le volet PLV. Donc première chose concerne les documents justement qui sont signés d'une façon digitale. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus les déplacer. Imaginez que vous avez un document signé et vous l'avez mis sur le mauvais contrat. Pas possible de le supprimer et de le déplacer. Donc, on a déjà un peu modifié maintenant. C'est-à-dire, vous pouvez déplacer un document signé pour autant que vous restez dans le même preneur. Donc, ça veut dire déplacer d'un contrat vers un autre, d'un contrat vers un sinistre, sinistre vers contrat, vers objet de risque, vers preneur, du preneur vers contrat, etc. Ça, c'est possible. Donc, je vais vous montrer quand je ouvre la vue des documents liés. Et je vais prendre maintenant la lettre Renault qu'on vient de signer ici. Donc, si je choisis la fonction déplacer, donc vous voyez, je suis dans contrat, donc je peux maintenant déplacer de ce contrat-là vers un autre que je peux chercher ici. Mais je peux aussi le déplacer, par exemple, vers un sinistre. Donc, il va montrer une liste de sinistres. Et je peux dire, voilà, je vais le déplacer vers là, ou je peux le faire vers le preneur, ou le preneur de nouveau vers le sinistre, etc. Mais je dois rester dans le même contexte du même preneur. Ça, c'est maintenant la seule limitation qui reste. Alors, autre modification. On a lancé début d'année une nouvelle version du PLV, c'est-à-dire la version de 64 bits, pour remplacer quand même maintenant la 32, parce que c'est une technologie qui est un peu vieillie. Et là, on avait enlevé une fonctionnalité, c'est-à-dire ici, ce petit bouton, la fonctionnalité d'un scan direct. Et donc, on peut scanner via un scanner qui se trouve même à un autre étage. On va scanner un document et le document, souvent, il est envoyé par mail vers le destinataire qui doit en faire quelque chose. Mais dans certains bureaux, il y a aussi des gens qui travaillent avec un petit scanner qui est directement connecté à leur PC. Et c'était pour ça que le bouton existe. On met le papier là-dessus, on clique sur le bouton, le document est automatiquement scanné. Mais techniquement, il y avait un problème avec la version 64, donc les fonctionnalités que Microsoft avait pour cette technologie, c'était plus présent dans la 64 bits version.
Et donc, on a eu beaucoup de réactions de courtiers qui utilisaient ce bouton-là et qui disaient « mais c'est vraiment dommage que ça a disparu ». Donc, on a cherché, nos techniciens ont trouvé une autre solution. Et voilà, le bouton est de nouveau là et vous pouvez de nouveau utiliser le scan direct. Alors, une autre petite modification dont je vais vous parler, mais ça concerne plutôt uniquement les Brio Premium, donc je ne vais pas la montrer parce que je suis ici en Brio Confort, mais je vais quand même la citer. Et donc, ça c'est que maintenant, vous avez dans Brio Premium, vous avez déjà une overview des contrats que vous pouvez imprimer, mais ce n'était pas possible de sauver cette overview sous forme d'un PDF dans les documents liés ou le publier sur MyBroker. Ça, on a modifié, donc ça fonctionne maintenant exactement de la même façon qu'une synthèse personnalisable. Donc vous pouvez toujours le garder dans le document lié et le montrer à votre client via MyBroker. Une autre modification que je veux montrer ici, qui est aussi quand même intéressante, je crois, ça c'est au niveau des activités que vous créez pour des appels téléphoniques. Donc aujourd'hui, quand je clique ici sur « Créer une nouvelle activité », donc j'ai toujours la possibilité donc, de faire des activités pour un téléphone donné ou un téléphone reçu. Et donc, vous avez une activité et vous tapez un résumé, par exemple, là-dedans. Et quand vous cliquez sur « Enregistrer », en fin de compte, une activité était ajoutée dans la vue des activités. Mais il y avait des utilisateurs Brio qui disaient « C'est quand même dommage qu'on ne voit pas ce même résumé dans les documents liés, parce que les documents liés, c'est aussi, une chronologie de tout ce qu'on fait dans un dossier. Ce sera quand même intéressant d'avoir ça aussi dans les documents liés. Et on a fait cette modification. Donc, si j'enregistre, je ne vais pas la clôturer, comme ça on va tout de suite la voir. Donc, si je vais maintenant de nouveau ici dans les documents et je vais renouveler l'écran, donc vous avez maintenant ici, je suis dessus, vous voyez donc Brio téléphone, nouvelle icône, un petit téléphone. Donc, quand je vais ouvrir celui-là, donc dans les documents liés, je trouve aussi maintenant le résumé que j'avais fait via l'activité, mais maintenant présenté comme document lié. Mais bien sûr, cette même notion existe aussi dans les activités du dossier. Donc, je clique ici sur la vue des activités. Là aussi, je trouve toujours cette même activité. Donc ça aussi, nouveauté qui peut être très utile. Alors, c'est aussi, oui, on va voir que j'oublie, parce que ça aussi, je reviens toujours là-dessus, mais c'est aussi un paramètre. Donc, il faut l'activer, si vous ne voulez pas ça, le désactiver. Et donc, toujours même histoire, dans le petit bonhomme cinétique paramètres. Ici, on a les différents onglets. Je prends les préférences 1, journal d'activité, et vous voyez là, créer un document lié lors de la création d'une activité de type téléphone. Le flaguer, ça veut dire c'est activé. Le décocher, ça veut dire qu'on arrête cette fonctionnalité. Voilà, je ferme le volet. Je retourne vers l'écran de recherche. Maintenant, ça c'est une autre fonctionnalité, mais celle-là, je suis certain que vous l'avez déjà remarqué. C'est pendant la création d'un nouveau intervenant, évitez que vous allez créer des doubles. Donc si je clique sur le bouton « Créer intervenant », je vais créer un nouveau intervenant. Je suis dans l'écran Quick Create, qu'on appelle ça, de création rapide, faire directement en preneur. Maintenant, ici, on va tester sur la présence, au moment que vous êtes en train de créer. Donc, dès que vous avez encodé, si c'est une personne physique, 2 champs, par exemple nom et prénom, et dès qu'il trouve, ou il croit qu'il a trouvé des doublons, vous les voyez ici. Avec des boutons qui permettent d'aller consulter le doublon pour vraiment vérifier si c'est exactement la même personne ou pas. Mais vous pouvez aussi continuer aussi à créer, parce que si vous commencez par exemple à encoder l'adresse, et l'adresse est différente de l'adresse des doublons qu'il a trouvé ici, bien sûr, il va vous permettre de continuer. Parce qu'apparemment, ça veut dire qu'il y a un deuxième Pullmanspeter qui habite à une autre adresse que mentionnée là à droite, et donc on
peut quand même le créer si c'est vraiment une autre personne. Mais si vous voyez maintenant, oui, c'est vrai, je suis en train de créer un doublon, alors avec ces boutons-là, je peux dire, voilà, je vais ouvrir celui qu'on a trouvé directement dans un nouvel onglet, comme ça je peux, ou dans le même onglet ici, et je peux continuer à travailler là-dedans, mais je ne vais plus faire la création. Alors juste une petite remarque, avant, on avait déjà un contrôle sur les doublons, mais il était manuel, c'est-à-dire on avait toujours cet écran-là, quand on cliquait sur créer intervenant, je pouvais ici taper moi-même, nom, adresse, etc., une série de critères, et Brio allait déjà chercher s'il trouvait des autres intervenants, ce qui me permettait de faire le contrôle, est-ce que je ne suis pas en train de créer un double. Ce contrôle-là, vous pouvez l'activer, toujours, là, le garder actif, ou vous pouvez le désactiver, et je répète, c'est un paramètre. Donc si je retourne dans la signalétique du bureau avec les paramètres, c'est dans la préférence 2 au niveau des intervenants. Donc forcer la recherche avant de création un intervenant, s'il est actif, vous avez toujours d'abord la recherche manuelle que vous pouvez faire, mais celui qui fonctionne automatiquement, lui, il est toujours actif, toujours présent. Donc ça, c'était le point éviter les doubles. Les deux autres points, je vais les traiter aussi ensemble, Brio Today et le Brio Mail. Brio Today, c'est ce bouton-là ici au-dessus, c'est une vue pour chaque utilisateur, en fin de compte avec la liste To Do. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui dans des tâches, pour moi, les tâches pour lesquelles je suis en retard ou qui sont planifiées pour aujourd'hui, des rendez-vous, etc. On a ici, dans cette vue-là, ajouté deux nouveaux onglets, les documents signés qui sont destinés à moi, j'en ai aucune pour l'instant ici, mais avec l'assignement automatique de messages qui entrent, donc c'est bien possible qu'il y en a qui sont pour moi, que je dois traiter. Et on a aussi pour les demandes Penbox, même principe, s'il y a des demandes Penbox que vous devez traiter, ils vont apparaître dans votre Brio Today. Et l'autre modification concerne les mails qui sont envoyés par Brio même. Et donc moi, comme utilisateur, je peux envoyer un email à mon client, et j'utilise mon propre Outlook account, mais il y a des mails que Brio envoie. Par exemple, si vous faites la comptabilité, si vous encaissez vous-même, et vous envoyez un avis d'échéance par mail vers votre client avec un lien par exemple vers MyBroker ou un lien vers le cloud, ce mail-là, il n'est pas envoyé avec votre propre account, il est envoyé par Brio, le mail système de Brio. Une invitation par exemple pour un client pour activer MyBroker, c'est envoyé par le même mécanisme. Le problème avec ces mails-là, il n'y avait pas de contrôle si le mail était bien arrivé chez son destinataire et ce qu'il avait fait avec le mail. Est-ce qu'il a lu mon mail ou pas? Et ça, c'est maintenant une nouveauté qu'on vient d'ajouter. Pour l'instant, il y a un seul endroit où vous pouvez faire ce contrôle-là. Le but, c'est que dans le futur, qu'à partir d'un client, vous aurez aussi un message, un warning, s'il y a un mail, par exemple, qui n'est toujours pas ouvert par les clients là, mais ça c'est pour une phase suivante. Pour l'instant, donc je dois aller à un seul endroit, donc ici dans les outils, et donc ici j'ai un point qui s'appelle les emails envoyés. Donc ce sont les emails envoyés, je répète, par Brio même. Donc si je clique là-dessus, je prends tous ceux depuis début d'année par exemple. Donc vous voyez, c'est toute une liste. Donc vous voyez toute une série d'adresses email, des trucs qu'on a envoyés, ça peut être plusieurs choses, de demandes de signature aussi, etc. Enfin, on voit tous ces mails qui sont envoyés. Et maintenant, là-dedans, on a ajouté des informations supplémentaires. On va regarder où c'est mis. On a donc aussi maintenant un statut qui va un peu expliquer ce qui s'est arrivé avec le mail. Donc, si je regarde ici, j'ai d'abord le statut ici, qui indique que c'est livré ou ici, par exemple, il y a une erreur de livraison. Une erreur de livraison, qu'est-ce que ça peut être? La boîte de réception du destinataire est complète. Donc, il ne s'est pas livré le mail. Et donc, on peut
sont un peu loin l'un de l'autre ici. Donc, c'est un message d'erreur un peu plus technique, error bounced. Bounced, ça c'est ce que veut dire la boîte n'a plus place là-dedans. Mais ici, par exemple, je peux voir, ah, il a lu. Donc, livré, ça veut dire c'est arrivé dans le inbox du destinataire, mais il n'a pas encore ouvert le mail. Tandis ici, je sais qu'il a ouvert et j'espère aussi lu. Et ça peut être des informations importantes. Hein. Les clients qui reçoivent sa facture et après, il va se plaindre et dire « Moi, j'ai jamais reçu votre facture », vous pouvez maintenant vérifier si le mail était bien arrivé et peut-être il a bien lu aussi. Donc, ça veut dire que ce qu'il dit pour l'instant, ce n'est pas tout à fait correct. Même principe que j'ai déjà expliqué tantôt. Pour voir ça, on a dû ajouter des colonnes, ce qui veut dire que vous devez aussi les ajouter maintenant dans votre vue. Donc, avec toujours le même bouton de personnaliser la vue, et vous devez donc activer ces différentes informations. Donc, vous pouvez maintenant mettre le statut. Donc, celui-là, il faut certainement l'activer si vous voulez savoir ce qui se passe avec le mail. Et statut détaillé, ça peut être intéressant. Donc, je vais maintenant, par exemple, mettre celui-là juste à côté. Comme ça, c'est plus facile à lire. Si maintenant je confirme, et je vais voir ici que le mail, par exemple, il a une erreur de livraison. Maintenant, je vois tout de suite ici l'erreur technique qui peut se produire. Mais donc, ça permet quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mon mail. Remarquez aussi, les mails que Brio envoie, il commence toujours avec un no reply et il termine avec @mybroker.be. Et entre les deux, on mettait nous-mêmes quelque chose pour faire référence à votre bureau. Là, on a aussi fait une petite modification. Et pour ça, de nouveau, les paramètres. Donc, je vais aller dans les paramètres du bureau. Et maintenant, ce qu'on a fait en fait de compte, on a prévu deux adresses no reply. Une spécifique pour la comptabilité, pour les courtiers encaisseurs qui envoient des factures par mail, et une pour tous les autres mails qui sont envoyés par Brio, par exemple pour MyBroker, pour une signature, etc. Et qu'est-ce qui a changé? Je vais me mettre en modification. Donc, c'est-à-dire, je clique sur l'adresse, donc le no reply et @mybroker, ça doit toujours être là, mais entre les deux, vous pouvez décider de mettre ce que vous voulez. Donc, dans le premier cas, j'ai mis juste test et dans l'autre, facturation, par exemple. Et ça peut être aussi beaucoup plus long, ce que vous voulez mettre là-dedans, mais vous êtes libre maintenant de choisir vous-même, disons, le no reply email adresse. Si vous remplissez rien du tout ici, Brio continue à utiliser l'adresse qu'on a créée nous-mêmes automatiquement. Et on arrive doucement à la fin de ce webinaire avec une dernière série de ce que j'appelle des quick wins, des tout petites modifications que je vais vite parcourir parce que peut-être il y a aussi quelque chose que vous trouvez très pratique là-dedans. Première chose, avec la recherche rapide qui travaille sur plusieurs critères, on a ajouté maintenant le critère d'une adresse email. Donc, vous recevez une adresse email, vous ne savez pas très bien qui est ici la personne qui m'envoie quelque chose. Copiez l'adresse email, collez là ici dans la recherche rapide et Brio va vérifier si cette adresse email existe quelque part dans Brio. Donc ici, je vais le taper. Non, c'était pas Telenet, c'était gmail.com. Et comme vous voyez, il trouve ici un preneur Pullmansbram. C'est celui-là qui a cette adresse email. Si je clique là-dessus et je regarde dans les données, les adresses email, on peut voir qu'effectivement cette adresse existe et il a trouvé le preneur en question. Une autre modification, mais pour ça je ne vais pas entrer dans le détail, il faut savoir que dans les contrats vie, on a ajouté une série de nouveaux champs qui on voit par exemple avec l'invalidité, le type, etc. Tous ces champs-là, ils sont aujourd'hui disponibles dans la structure des blocs retour. Et donc, il y a des compagnies qui envoient cette information-là, et donc automatiquement, ça va arriver dans votre contrat vie. Donc, c'est utile pour voir ce genre d'informations-là. Je ne crois pas qu'il y a des courtiers qui vont encoder eux-mêmes ça manuellement, bien sûr, c'est possible, mais le but, c'est surtout que les compagnies commencent tous à utiliser le nouveau champ,
et ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur votre contrat vie lisible dans Brio. Maintenant, de petites modifications, je vais quand même les mentionner, mais si vous êtes en train de travailler dans Brio et vous voulez rapidement retourner vers votre écran de départ, cliquez sur le logo de Brio à gauche là, et voilà, et se trouve, dans mon cas, c'est par exemple l'écran de recherche, mais ça peut être aussi la vue de mes activités, donc il passe directement sur votre écran de départ de Brio. Si vous travaillez avec Brio Compare, ou même si vous ne travaillez pas avec Brio Compare, on a ajouté maintenant un bouton dans Brio pour plus facilement lancer Brio Compare. Donc c'est plus caché dans le menu, je veux dire, vous avez ici un bouton Brio Compare. Donc si Brio Compare est actif pour votre bureau, et moi je suis autorisé de l'utiliser, il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour arriver dans le programme de tarification auto en Brio Compare. Si vous n'avez pas Brio Compare et vous cliquez sur le bouton, vous allez arriver sur MyPortima dans une page qui contient des explications sur qu'est-ce que c'est Brio Compare. Autre modification, on va retourner dans le preneur. Au niveau des contrats, on a de nouveau ajouté des colonnes, modifié des colonnes. Au niveau de la situation du contrat, on permet maintenant de travailler avec des couleurs. Donc, vert foncé ici, le contrat est en cours. On n'a rien d'autre ici. Peut-être encore prendre un client qui a un peu plus de couleurs. Martens ici. Voilà, vous voyez par exemple, on a ici bleu et bleu foncé là pour projet nouvelle affaire avec un effet ultérieur, aussi version avec un effet différé, etc., une ancienne, etc. Il y a différentes couleurs. Et au niveau de type de version, une version actuelle, un projet nouvelle affaire, un projet avenant, et on a l'ancien. Donc, on a le libellé, mais on permet aussi de montrer maintenant une icône qui indique le type de version. Je répète, nouvelle colonne, il faut l'activer. On peut même dans l'écran ici le faire, mais ici je dois le faire avec ce bouton-là. Donc là aussi, personnaliser la vue et choisir la colonne si vous voulez voir apparaître cette colonne-là. Les lettres favoris. Ça, pour moi, c'est quand même aussi intéressant. Si vous travaillez avec des lettres types, ça permet de flaguer certaines lettres comme favorites pour les retrouver facilement. Je l'ai déjà fait ici dans ma démo, donc je vais vous le montrer. Donc si je vais lancer le courrier, envoyer courrier, c'est à partir du preneur, donc il va déjà filtrer sur le preneur. Je suis sur un preneur néerlandophone, donc il met la langue. Mais vous voyez, j'ai ici aussi un filtre lettres favoris. Donc si je dis oui et je cherche, il trouve deux lettres que j'ai marquées comme favoris. Donc très facile pour les retrouver rapidement. Mais vous n'êtes pas obligé de filtrer. Une autre façon de faire, ça c'est, je dis envoyer courrier, je sélectionne pas lettre favorite, je demande chercher, et il a ajouté une colonne avec le flag favorite et il met le favorite au-dessus. Ça veut dire, n'oubliez pas, activer cette colonne et trier d'une façon que les favoris sont au-dessus de la liste. Donc ça veut dire quand je vais de nouveau dans personnaliser la vue, donc la favorite est activée, c'est la première colonne, mais dans la partie ici tri, j'ai mis aussi d'abord trier sur favorite, oui ou non. Ça permet donc de les voir aussi rapidement. Et comment est-ce que je peux faire d'une lettre type une lettre favori? Alors là, il faut retourner dans les outils, chercher donc les lettres types. Vous cherchez la lettre type que vous voulez créer comme favori. Donc, je ne demande pas n'importe quoi. Et c'est très simple, il faut juste en modification cocher lettre favorite. Et maintenant, cette lettre est favorite pour tout le bureau. Ce n'est pas possible que chaque utilisateur choisisse ses propres lettres favorites parce qu'il y a un seul code favorite par lettre. Mais c'est quand même déjà utile d'avoir une série de lettres favorites pour le bureau qui sont utilisées beaucoup et qu'on peut retrouver
très facilement. Et alors, une dernière chose, il faut savoir que ça a été modifié, mais il n'y a pas d'impact direct pour vous. Mais quand vous allez encoder un preneur, une personne physique ou personne morale, ça n'a pas d'importance, hein, il y a toujours un onglet qui permet d'encoder le secteur d'activité de la personne ou de l'entreprise. Derrière ce secteur d'activité, il y a une table, comme vous savez bien, qui contient beaucoup de valeurs avec les différentes activités qui existent. Maintenant, cette table qui est derrière a changé début d'année, donc il y a une nouvelle version de cette table, la version 2025. Si mes souvenirs sont bons, la dernière version était la version 2008. Donc nous, on s'est adapté, on utilise maintenant la nouvelle table, mais pour vous, ça reste transparent. Tout fonctionne exactement de la même façon, sauf que vous avez derrière ça la toute nouvelle version de la table. Et je termine ces modifications ici avec une dernière chose qui n'est pas encore en production, mais que je veux juste vous citer. Donc, c'est-à-dire dans les documents liés, vous avez aussi dans le PLV, mais aussi ici directement dans le document lié, donc vous avez toujours ce symbole qui indique quel type de document, un PDF, un appel téléphonique, un email, une photo, etc. Maintenant, ajoutez une nouvelle icône pour les vidéos. Parce qu'aujourd'hui, les vidéos reçoivent l'icône qu'on utilise quand on n'a rien de spécifique. C'est comment est-ce qu'on dit ça, aller photographier un document, qu'on peut avoir un symbole spécifique. Voilà, celui-là, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais donc celui-là est utilisé un peu pour tous les autres. Donc à partir de, je ne sais pas, quelque part dans le courant de ce mois-ci, je crois, si c'est une vidéo, ça aura un symbole spécifique de vidéo. C'est plus facile aussi pour voir directement quel type de document lié est-ce que j'ai. Et dernière chose, bon, je vous donne un petit mot, ce n'est pas encore non plus en production, mais c'est aussi pour très bientôt, c'est le Brio Chatbot. C'est d'ailleurs la première réalisation en intelligence artificielle. Un chatbot ici, qu'on a développé, c'est une aide pour vous. Quand vous voulez savoir comment est-ce que je dois faire quelque chose dans Brio, vous pouvez poser des questions au chatbot qui va vous répondre. Le chatbot lui-même, on a mis toutes les informations là-dedans qui se trouvent dans le manuel, qui se trouvent dans les tutoriels. Donc tout ça a été utilisé pour apprendre au chatbot tous comment Brio fonctionne et pouvoir donc répondre à vos questions. Mais c'est limité à Brio, bien entendu. Si vous commencez à poser des questions qui n'ont rien à voir avec Brio, il va vous gentiment répondre que c'est en dehors de ses compétences. Mais c'est quand même facile d'avoir une aide directe. Et en plus, quand il donne l'explication, il peut mettre des liens vers les différents tutoriels ou manuels où vous pouvez encore voir des explications plus détaillées. Donc, ça permet quand même de facilement retrouver l'aide parce que parfois, quand vous savez qu'il y a plus de 400 tutoriels, ce n'est pas toujours évident de trouver dans quel tutoriel est-ce que je vais trouver cette explication-là. Le chatbot va vous aider. On est en train de le tester avec quelques courtiers pour l'instant et le but, ça c'est déjà peut-être à partir de ce mois-ci, mais certainement en octobre de faire le rollout en vague. Donc petit à petit, tous les courtiers vont recevoir le chatbot. Et comment est-ce que ça va se présenter dans Brio? Parce que ça, je peux déjà vous montrer, mais derrière, il n'y a encore rien présent. C'est ce bouton que vous voyez ici au-dessus, avec les 2 étoiles là, ça c'est le chatbot, le Brio Assistant. Quand on clique là-dessus, il va ouvrir un autre onglet. Voilà. Maintenant, chez moi, il va dire que les services ne sont pas encore disponibles pour l'instant dans Brio, donc bientôt, ce sera là-dedans. Donc ici, ça c'est la fenêtre pour dialoguer avec le chatbot que vous pouvez mettre où vous voulez. Mais donc, vous tapez votre question, il va tout de suite vous répondre et vous aider à faire votre travail. Voilà, ce sont toutes les nouveautés jusqu'à présent de 2025. J'espère que vous avez appris encore quelque chose. N'oubliez pas que si vous avez encore des questions, bien sûr, vous pouvez toujours accéder vous-même le tutoriel
les formations, le Brio Chatbot. Vous pouvez regarder le webinaire et les autres webinaires aussi, bien entendu. Et bien sûr, le Brokers Contact Center est aussi à votre disposition. Merci pour votre attention et je dirais à une autre occasion. Au revoir.